L'histoire de la Hitlerjugend, de jeunes hommes enrôlés dans un petit corps d'armée pour leur apprendre à tirer, à vivre en communauté et surtout à apprendre à être dur comme le fer, à n'avoir aucune pitié. Découvrez l'histoire de la Hitlerjugend. En septembre 1939, lors du rassemblement du parti, Hitler prononce un discours. « Je veux une jeunesse cruelle et déterminée, dure comme l'acier croupe. Cette jeunesse idéale doit être svelte et élancée, vive comme le lévrier, dure comme le cuir. » Pour Hitler, un vrai Allemand ne peut être que nazi. Ces jeunes hommes seront totalement soumises à la volonté des nazis. 3 ans plus tard, Hitler affirme avec satisfaction : « Ces jeunes gens n'apprennent rien d'autre que penser comme des Allemands et agir en allemand. » L'objectif principal des organisations de jeunesse nazie est de modeler des générations répondant à la vision de leur chancelier. Le grand organisateur de ces mouvements n'est autre que Baldur von Schirrer. Von Schirrer s'engage dans le parti nazi en 1924 et reçoit aussitôt pour mission de mettre sur pied des organisations d'écoliers et d'étudiants. En 1933, peu avant l'accession d'Hitler au poste de chancelier, il est le maître d'œuvre d'une énorme marche des jeunes dans les rues de Potsdam. Les initiatives de von Schirrer seront récompensées en mai 1933 par la création à son attention du poste de dirigeant des jeunesses du Reich allemand. Il n'a alors que 26 ans. Celui-ci se considère comme le guide intellectuel de la jeunesse allemande. Le guide spirituel de von Schirrer n'est autre que Hitler. Cette prétention lui pousse à écrire des articles théoriques tels que « Le Führer et la jeunesse allemande », qui traitent du miracle allemand. Selon von Schirrer, ce miracle n'a pu se réaliser que parce qu'Hitler représente un modèle héroïque auquel les jeunes sont particulièrement désireux de s'identifier. Les politiciens de la République de Weimar ont été incapables de fournir une inspiration, et les héros de la Grande Guerre font l'objet de moqueries. Il dit : « Le comportement de nombreux membres de l'ancienne génération est si méprisable que les jeunes en tireront la conclusion selon laquelle tous les anciens sont méprisables. La lâcheté est glorifiée de sorte qu'ils crurent que tout le monde est lâche, et ils perdent tout sens du bien et du mal, tout respect des lois. » Hitler prétendra d'avoir ranimé leur idéalisme. Pourtant, les nazis ne sont pas les inventeurs des groupements de jeunes allemands. Au début 1933, les jeunesses hitlériennes ne représentent qu'1% des 5 millions de jeunes allemands qui adhèrent à divers types d'organisations indépendantes ou liées à des institutions politiques ou religieuses. Nombre de ces organisations trouvent leur origine dans les Wandervogel ou la jeunesse allemande libre, groupe existant avant la Première Guerre mondiale et dont les activités consistent à effectuer des randonnées dans la forêt ou à chanter autour d'un feu de camp. Suite à l'arrivée de Hitler au pouvoir, ces groupes non nazis seront interdits ou transférés en scouts. Le 1er décembre 1936, une loi oblige toute la jeunesse à entrer dans la Hitlerjugend. Dès 1939, ces groupes de jeunes garçons reçoivent des formations d'entraînement militaire, pour ceux qui n'ont pas l'âge de s'engager dans l'armée. Les garçons de 10 à 14 ans rejoignent le Deutsche Jungvolk, les filles le Jugendmädelbund, qui est la Ligue des jeunes filles.
La Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, est destinée aux garçons de 14 à 18 ans. Il existe également une organisation destinée aux jeunes femmes de 17 à 21 ans, appelée Glaub und Schönheit, foi et beauté. Une propagande intensive à l'école, dans les livres, à la radio et au cinéma a pour conséquence l'adhésion de la plupart des jeunes aux thèses nazies. Des pressions s'exercent également sur les parents, afin que ceux-ci se conforment aux vues nazies, nouvellement inculquées à leurs enfants. Si les autorités apprennent que les parents ne soutiennent pas de tout cœur le Reich, leurs enfants peuvent alors être placés de force dans des institutions qualifiées de politiquement sûres. Complètement embrigadés, plus soucieux du Reich que de leur propre famille, il arrive même que les parents soient dénoncés par leurs propres enfants. L'intégration aux jeunesses hitlériennes est précédée de cérémonies aux accents quasi religieux. Ainsi, l'adolescent qui aspire à devenir membre du Jungvolk, par exemple, doit prêter serment d'allégeance éternelle au Führer. À l'issue des preuves initiatiques, le Pimpf, qui veut dire le louveteau, reçoit un poignard. D'autres leur seront décernés au fil de sa progression à l'intérieur du groupe. Il doit réciter le credo nazi et le chant le Horst-Wessel-Lied. Le Pimpf doit également participer à des manœuvres de type militaire. Les qualités sportives sont hautement considérées. Le jeune candidat doit notamment effectuer une randonnée d'1 jour et demi. Au début, de nombreux jeunes sont attirés par les organisations nazies, non seulement par goût de l'uniforme, mais endossent ainsi un semblant de comportement adulte et responsable pour pouvoir échapper au cadre familial. Lors de ces sorties, le Pimpf marche et campe, apprend à communiquer par signaux optiques, à réparer une bicyclette, voire à poser les lignes téléphoniques. Des activités militaires plus sérieuses prennent bientôt le pas sur l'instruction technique, sous la forme d'exercices de maniement d'armes légères. En 1938, près d'1 million de membres des jeunesses hitlériennes participent à des concours de tir. L'endoctrinement politique est ouvertement pratiqué. Chaque jour, un nouveau mot de passe, un nouveau slogan, un nouveau thème de réflexion viennent marquer la vie du camp et constituent autant d'occasions de marteler le message nazi. Les mots de passe sont souvent des noms de personnages nazis, tels que Hitler ou von Schirrer. Les slogans évoquent habituellement le Führer, l'Allemagne, ou ces deux thèmes conjugués à l'infini. Par exemple, Hitler et l'Allemagne et Hitler. Ainsi, si le mot de passe est Richthofen, aviateur qui, au cours de la Première Guerre mondiale, a abattu au moins 50 appareils alliés, le slogan devient alors « Nation, prends de nouveau ton envol ». Et, au cours des cérémonies matinales, le chef de camp rappelle les sacrifices héroïques des pilotes allemands de la Grande Guerre, les proposant pour modèle aux adolescents. Cet endoctrinement est parfois moins direct, mais tout aussi efficace. Un esprit de compétition acharné marque toutes les activités, qu'il s'agisse de sport, de collecte ou de musique. Selon un ancien de la Hitlerjugend, qui ne pensait pas que ses camarades aient jamais lu Mein Kampf, ni de notions précises dans le domaine de l'idéologie nazie, les jeunes étaient néanmoins soumis à une sorte de lavage de cerveau. Ainsi, ils se mettaient fréquemment au garde à vous, ou observaient le plus profond respect dès que le mot patrie était prononcé. Les nazis s'efforcent également d'imposer une stricte ségrégation entre les garçons et les filles, dans le cadre d'organisations séparées. Mais il y a souvent un pas dans la théorie et la pratique. En 1936, près de 900 000 membres de la Hitlerjugend et du Bund Deutscher Modell se rendent au rassemblement de Nuremberg. Suite à cet événement, 900 grossesses sont déclarées. Si avec leur uniforme de Gretchen, chemisier blanc, jupe longue et tresses blondes, ces jeunes filles semblent sortir tout droit d'un conte de fées populaire. Dans la population, on éprouve les plus grands doutes quant à la véracité de cette image. Après Nuremberg, elles sont parfois désignées ironiquement sous l'appellation moqueuse de Ligue des matelas allemands. Les organisations de jeunes filles
peuvent être considérées comme progressistes, dans la mesure où elles amènent leurs membres à pratiquer des activités jusqu'alors réservées aux garçons, voire à prendre des responsabilités politiques. Le régime nazi reste basé sur l'idée de la suprématie masculine. En effet, il cherche à imposer de nouveau aux femmes la trinité, enfant, église et cuisine, et non à la doter d'une conscience politique. Il y eut quelques associations apolitiques, telles que les pirates à Edelweiss. Les autorités nazies jugent ces groupes comme irrécupérables, mais ces associations ne manifestent pas un antinazisme actif. Les 12 membres de cette association sont pendus par les nazis à Cologne en 1944 parce qu'elles ont participé à la résistance intérieure. Les mouvements ouvertement opposés au régime sont rares pour cause de répression implacable. Le groupe pacifiste de la Rose Blanche, dont les leaders Hans et Sophie Scholl, sont décapités en 1943. Après 1943, quand le Reich doit lutter sur 2 fronts, les soviétiques à l'est et les alliés à l'ouest, la Hitlerjugend se transforme dans les faits en une sorte de vivier de troupes fraîches pour l'armée. Les nazis ont besoin d'effectifs. Les adolescents sont forcés de s'engager. Au départ, leur service se limite au territoire national. Ces jeunes gens servent notamment les batteries anti-aériennes dans les villes allemandes pilonnées par les bombardements de l'aviation alliée. Très vite, ils sont considérés comme d'excellents éléments pour la Waffen-SS, totalement endoctrinés et obéissants, dotés d'une foi inébranlable en l'avenir du Reich. Hitler les surnomme les jeunes tigres. Dans leur uniforme neuf, ils sont jetés dans la bataille de Normandie et dans les Ardennes en 1944, puis à Berlin en 1945. La plupart ont un courage fanatique. Bon nombre d'entre eux obéissent religieusement aux ordres donnés par Hitler, de ne pas se rendre et périssent sur les champs de bataille d'Union soviétique, de France et de leur propre pays. Quand il devient évident que la défaite ne pouvait plus être évitée, d'autres quittent leurs unités pour rentrer chez eux. Dans une Allemagne en ruine, les bourreaux de la Gestapo les pendent par dizaines aux réverbères des rues. Dans les dernières heures du Reich, devant les rumeurs de massacres perpétrés par l'armée rouge dans les régions conquises de l'Allemagne, les membres restants de la Hitlerjugend nourrissent le projet de former des unités de loups-garous, qui, comme des bêtes aux abois, doivent lutter jusqu'à la mort dans les rues de Berlin. Heureusement, ce plan devait rester comme l'un des derniers rêves démoniaques d'un empire à l'agonie. 1943 marque un tournant dans la conduite des opérations militaires pour le Troisième Reich. Les soviétiques semblent disposer des réserves humaines inépuisables. Pour Hitler, la guerre totale rend indispensable de mobiliser la totalité du peuple allemand. C'est dans ce contexte qu'est créée la division blindée Hitlerjugend, l'ordre d'Hitler daté de juin 1943. Le lieutenant-général Kurt Meyer place dans un discours lors de sa création « Qu'elle soit le symbole de la volonté du sacrifice de la jeunesse et l'instrument de notre volonté de vaincre. » Goebbels ajoutera « L'ennemi doit savoir que même pour nos enfants, il n'y a pas d'autre choix que de se battre jusqu'au bout. » Le Reichsführer Himmler autorise la création de la nouvelle division, formée à partir de recrues de jeunesse hitlérienne, sur proposition du SS Gruppenführer Gottlob Berger. Brièvement appelée SS Panzergrenadier Division Hitlerjugend, elle devient quelques mois plus tard Panzer Division. Son insigne reprend la rune de la victoire, emblème des Hitlerjugend, associée à la clé de la Leibstandarte Adolf Hitler, qui est une unité politique et militaire phare du régime. Ce choix n'est pas dû au hasard. Les officiers et sous-officiers chargés de former et d'encadrer les nouvelles recrues sont issus de la LSSAH. À la veille du débarquement, la division regroupe plus de 20 000 hommes. Le fer de lance est le SS Panzer Regiment 12, commandé par le Sturmbannführer Wünsche. Ce régiment
aligne près de 150 chars Panzer IV et surtout les redoutables Panthers Ausf G. Plus de 300 blindés divers équipent les autres unités de la division, soit une dotation supérieure au Panzer Divisionen standard de la R. L'entraînement est exigeant. Marche de nuit, garde interminable, cours politiques maintiennent l'entrain des exercices routiniers. En dehors du service, gradés et soldats sont des camarades indifférenciés, à ceci près que le tabac et l'alcool sont interdits aux moins de 18 ans. La division est à nouveau stationnée en Belgique depuis janvier 1944, lorsqu'elle reçoit l'ordre du haut commandement de faire mouvement vers le sud de la Basse-Normandie. Au printemps 1944, l'imminence d'un débarquement allié sur les côtes françaises ne fait plus aucun doute. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la division est en état d'alerte, suite aux opérations de parachutage alliées. Meyer avance ses unités en direction de Caen, mais la progression est rendue difficile par les attaques de chasseurs bombardiers ennemis. Comme de nombreux ordres de division, l'unité ne pourra être engagée lors des premières heures du débarquement allié. Établissant son PC au nord-ouest de Caen, la Hitlerjugend fait face à une division d'infanterie canadienne renforcée d'éléments blindés. Le 7 juin, la division de Meyer passe à l'offensive, brisant complètement l'offensive canadienne. L'attaque allemande est cependant stoppée par de violents tirs d'artillerie. Une nouvelle contre-attaque est lancée, ayant pour fer de lance une trentaine de panthères. Les combats sont d'une rare violence, mais les Canadiens tiennent bon. Au matin du 9 juin, Kurt Meyer réorganise ses lignes de défense. Les combats sont indécis, les pertes canadiennes sont nombreuses, mais les chars allemands qui ont été détruits ne peuvent être remplacés. Il est désormais clair que les Alliés ne pourront plus être jetés à la mer. Le 14 juin 1944, le commandant de la division, le Brigadeführer Witt, est tué par un obus de marine ayant atteint son PC. Kurt Meyer le remplace immédiatement. Harcelé par l'artillerie ennemie, la Hitlerjugend doit décrocher le 18 juin. Depuis le début des combats, elle a perdu près de 1500 hommes et ne dispose plus que d'une centaine de chars en état de combattre. Après un court répit, la division est repositionnée sur le flanc droit du dispositif allemand, aux côtés de la Panzerlehr, de la Hohenstaufen, de la Frundsberg, ainsi que des unités disparates de la Das Reich. Rommel projette une contre-attaque, mais son plan est annihilé par le déclenchement par Montgomery de l'opération Epsom. Le 25 juin, 60 000 hommes appuyés par 900 pièces d'artillerie et 600 chars se lancent à l'assaut des lignes allemandes. Les Allemands utilisent idéalement les paysages de bocage pour tendre les embuscades meurtrières. Les petits groupes d'antichars vont ainsi détruire plus de la moitié des blindés engagés par les Britanniques. La Hitlerjugend inscrit une cinquantaine de chars à son tableau de chasse, mais perd 700 hommes. Le 27 juin, le SS Panzer Regiment 12 passe à l'offensive, mais est rapidement stoppé par une contre-attaque britannique, laissant près de 200 hommes sur le terrain. Le 1er juillet, les combats restent indécis et l'opération Epsom est stoppée. L'opération est un cinglant échec pour Montgomery, mais les divisions allemandes, durement éprouvées en hommes et en matériel, ne peuvent recompléter leurs effectifs. La Hitlerjugend a été fortement étrillée et compte plus qu'une soixantaine de chars. Repositionnée au nord de Caen, elle va subir de plein fouet 2 offensives, l'une britannique, l'opération Charnwood, et l'autre canadienne, l'opération Windsor. Le 4 juillet, l'opération Windsor est déclenchée. L'ossature de l'attaque est constituée de 4 régiments d'infanterie canadiens, appuyés par diverses unités de soutien. Les combats vont durer plusieurs jours et sont intenses, mais le rapport de force bascule inexorablement du côté des Alliés. Kurt Meyer prend l'initiative de dégager les restes de sa division et de la repositionner
à Fleury-sur-Orne, au sud de Caen. À la mi-juillet, la moitié sud de Caen tombe aux mains des Anglo-Saxons, ouvrant ainsi la route de Falaise. La Hitlerjugend a perdu près de 7000 hommes. Les survivants sont utilisés en petits groupes tactiques destinés à monter des actions de retardement. Un court répit lui est accordé, avec l'apport des restes de la SS Panzerabteilung 101 et des chars de la LSSHA. Le Kampfgruppe, ainsi constitué, regroupe près de 80 chars et reçoit pour mission de retarder l'avance ennemie en direction de Falaise. L'unité participe activement au combat de la poche de Falaise. Les jeunes SS vont combattre courageusement pendant 48 heures. Et seuls 4000 hommes parviendront à rompre l'encerclement ennemi. L'intégralité des véhicules de la division a dû être abandonnée. Sous le commandement de Meyer, la division va être menée avec énergie et va livrer les plus durs combats du front de l'Ouest. Sa combativité et son courage feront l'admiration des Canadiens, et von Rundstedt va prononcer un discours élogieux à son encontre. Les Anglais avaient appelé la division Hitlerjugend la Baby Division, ajoutant avec humour que le moyen le plus efficace de la battre consistait à agiter des biberons devant elle. Certaines pertes subies par la division seront dues à l'inexpérience et à la jeunesse de ses hommes. La propagande allemande saura utiliser les images de ces jeunes volontaires prêts au sacrifice suprême pour le Troisième Reich. On ne peut également passer sous silence les exactions dont furent victimes certains prisonniers canadiens. Ainsi, Kurt Meyer est détenu comme prisonnier jusqu'au 10 décembre 1945, où il comparerait devant une cour martiale canadienne. En décembre 1944, la 12e SS Panzer Division sera avec la 6e Panzer Armée, à la pointe de l'offensive se nommant Wart am Rhein, dans les Ardennes belges, et fera de même en Hongrie, où elle participera à la dernière offensive allemande. En mai 1945, elle sera capturée en Autriche par les Américains. Les jeunes sacrifiés de la division Hitlerjugend sont les précurseurs du dernier acte. Celui-ci va se jouer le 18 octobre 1944, avec la levée en masse de la guerre totale. Dans toute l'Allemagne, tous les hommes de 16 à 60 ans sont mobilisés dans la Volkssturm. Ces derniers devaient être prêts à défendre jusqu'à la mort le sol allemand en se servant de toutes les armes et par tous les moyens. Tous ces jeunes gens ont été endoctrinés pour leur faire croire qu'ils étaient d'une race supérieure. Tous ont sacrifié leur jeunesse pour la vie d'un homme qu'ils pensaient leur prophète.